Si le continent africain est une source d'inspiration pour de nombreux créateurs étrangers, la mode Made in Africa est loin d'être une industrie qui fait vivre des milliers de petites mains ou tailleurs aux doigts d'or. Parti de Ouagadougou il y a 50 ans, Pathé Ouédraogo est devenu à Abidjan Patéo, une marque qui joue dans la cour des grands. Pathé Ouédraogo, bonjour. Bonjour Madame Denise. Il y a quelques semaines, vous avez inauguré dans la banlieue d'Abidjan le siège de votre entreprise. C'est l'aboutissement de 50 ans de carrière dans le secteur de la mode. Quelles sont les dates marquantes de cette riche et longue carrière qui a commencé dans un tout petit atelier de Trècheville? Même moi, quand j'ai commencé, effectivement, c'était pas évident parce que d'abord, je n'avais pas de famille à Abidjan, je suis arrivé comme ça. Et puis, un partenariat avec les patrons, apprenti tailleur, ça, c'était le métier le plus accessible à l'époque pour ceux qui n'ont pas beaucoup de bagages intellectuels comme aujourd'hui. Bon, alors, là où j'ai commencé, c'était pas facile, c'était difficile. Mais au fur et à mesure que je m'avançais, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont inspiré. D'abord, il y a eu Chris Sedou qui est venu à Abidjan, c'est notre aîné. C'est lui qui a vraiment propulsé la mode africaine. On va dire, c'est lui qui a, au premier à transformer, à utiliser le pain pour en faire des vêtements occidentaux, on va dire. Ensuite, les vêtements modernes. Ensuite, après Chris, j'ai commencé aussi la couture. Comme tout le monde, les gens ont commencé à parler de moi et j'ai fait ma première télé en 1985. Une émission qui était animée par Josh Taï Benson. Alors, après cette émission, c'était vraiment une grande étape parce qu'après la télévision, les gens ont commencé à venir sur moi. Les amis de difficultés, effectivement, à respecter le rendez-vous parce qu'ils n'avaient pas formé des apprentis. J'étais seul face à tout ça. Ensuite, après ça, il y a eu aussi les ciseaux d'or. Les ciseaux d'or, c'était organisé par l'Univax qui a organisé ce concours-là pour pouvoir, on va dire, valoriser son produit. En même temps aussi, ça valoriser les couturiers. Donc, il a été le premier lauréat de ces ciseaux d'or. Là aussi, c'était vraiment un grand événement. Et par la suite, pendant les ciseaux d'or, ça a été dit que celui qui gagnait les ciseaux d'or devait habiller Miss Côte d'Ivoire. C'était la première édition de Miss Côte d'Ivoire. Après, jusqu'en 1998, j'ai rencontré le président Mandela. Ensuite, là, c'est vraiment aussi une grande rencontre qui nous a permis d'être connus à travers ce que nous faisons. Et celui-là nous a vraiment lancé à travers le monde. Les gens ont découvert ce que je fais pendant ce temps. Mais Pathé Ouédraogo, il y a 50 ans, les créateurs dans le secteur de la mode se comptaient sur les doigts. Vous avez dit vous-même que c'était un métier qui n'était pas valorisé puisqu'il était destiné à tous ceux qui avaient raté leur vie. Aujourd'hui, le regard sur le métier a énormément changé et puis la concurrence est même rude. Quel est le secret de votre longévité? Bon, on va dire que la mode, ça ne vieillit jamais. Parce qu'au fur et à mesure que vous avancez, la mode vous dévance. C'est-à-dire que chaque fois que vous pensez avoir attrapé la mode, elle est loin. C'est-à-dire que tous les jours, donc vous ne voyez même pas passer de temps. Quand on a dit que c'est 50 ans que je travaille, je n'imaginais pas. Parce que je pense qu'il y a tellement de choses à faire qu'on a l'impression que tout ce qu'on a fait, on a oublié. C'est tout ce qui reste à faire qu'on est en train de penser. Donc c'est vraiment un secteur où quand on pratique, on n'a pas d'âge. On a seulement la réflexion, on a seulement l'espoir, on a seulement la conviction, l'innovation. Voilà, prévoir, il faut prévoir, voilà. Pensez tout ce qui va venir. Au fur et à mesure que vous voyagez, que vous sortez, partout vous voyez toujours tout ce qui est innovation, tout ce qui est beauté, tout ce qui est à reste à faire. Ça vous inspire. Donc on n'a vraiment pas le temps de voir passer le temps. C'est vrai que 50 ans, quand on regarde, ça paraît long, mais au milieu de la mode, c'est très court parce que bon, vous avez ce que vous avez fait. Maintenant, vous voyez les jeunes qui arrivent avec des talents vraiment incontestables. Hein. Donc, vous qui êtes des work dévancés, vous avancez, mais vous regardez toujours ce qui arrive derrière. Vous dites, bon, ok, allons-y, mais vous rassemblez tout le monde pour avancer. Aujourd'hui, la mode... Mais comment vous expliquez, Pathé Ouédraogo, comment vous expliquez que malgré tous les talents qui constituent la mode africaine,
elle en soit encore à ce stade et qu'elle ne soit pas une industrie qui fasse vivre ses créateurs? Parce que la mode, à mon avis, hein, quand l'Afrique a pris son indépendance, la mode ne faisait pas partie de leur plan de développement. C'est-à-dire que l'Africain s'habille, mais il ne sait pas où il s'habille. C'est-à-dire qu'il a l'argent, OK. On ne parle même pas de la mode. Ils ne savent même pas ce que c'est que la mode, en fait. Tous ces chefs d'État qui s'habillent, quand on veut s'habiller, c'est on va à Milan ou à Londres ou à Paris pour s'habiller. Voilà, alors qu'ils ont oublié que l'Afrique aussi peut développer cette structure-là. L'Afrique peut développer cette structure-là parce qu'on a la possibilité. Et il y a du talent africain, il y a tellement de jeunes gens qui le font que si les gens mettent l'accent sur la mode, pour organiser la mode, on peut l'industrialiser aussi comme dans les autres pays. Au lieu de ça, pour penser qu'on puisse s'habiller ailleurs, on peut penser aussi qu'on puisse s'habiller en Afrique. Non seulement il y a les devises qui restent, et aussi on forme les gens, mais c'est beaucoup plus bénéfique pour l'Afrique. Vous, Patthéo, qui avez l'occasion d'habiller tous les grands décideurs africains, tous les chefs d'État du continent, est-ce qu'ils sont sensibles à votre discours sur l'intérêt qu'il y a à structurer la mode africaine pour en faire un secteur économique viable? Moi, je pense que les chefs d'État, quand ils font des plans, ou je pense que la structure, quand ils prennent une décision, ils ne sont pas seuls. Le président, il est là, lui, il n'est pas seul. Il est entouré de pas mal de gens, des ministres, des conseillers, tout ça. Mais tout le monde a oublié que la mode est un secteur qui peut aussi être développé. Voilà, donc c'est un oubli. Ce n'est pas le chef lui-même qui va décider ça. Lui, il a besoin qu'on l'habille, surtout. Et quand on l'habille, il ne s'imagine même pas que c'est une industrie pour celui qui fait ça. C'est une richesse aussi pour... Et c'est aussi un programme d'emploi pour tous ces jeunes gens qui c'est ça que on est en tout cas assez dessus de ça. Parce qu'on pense qu'il y avait beaucoup de possibilités à faire sur le secteur mode. C'est le seul secteur où on n'a pas prévu de développer. C'est aujourd'hui seulement les gens se sont mis à taper de gauche à droite, mais ce n'est pas évident quand vous voyez tous ces talents qui sont là. Mais le talent se meurt quand il n'y a pas de soutien. Quand ils sont là, ça tombe sur la télé. Alors, quelques années après, il n'y a pas de suite, puisque le développement, il est noyé par le développement nouveau. Donc, il faut tenir, il faut être là. Donc, ça, ce n'est pas à tout le monde. C'est vraiment le vrai problème qu'on a en Afrique. Parce qu'ils n'ont pas mis vraiment l'accent sur la mode. Moi, je n'ai jamais vu qu'un pays a envoyé des étudiants de son pays à aller étudier la mode dans un autre pays. Jamais. Ça n'a jamais passé. Parce qu'on considère que la mode, ce n'est pas quelque chose qu'il faut apprendre. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut aller dans de grandes écoles pour apprendre. Ce n'est pas la mode qu'il faut prendre une décision politique nationale pour dire, bon, faisons ça de la mode. Non, ça n'a jamais existé. Notre combat aujourd'hui, c'est ça. Il faut que les gens sachent que la mode peut nous sauver. Voilà. Mais alors, les talents ne manquent pas. Pathé Ouédraogo, vous en êtes l'exemple. Hein, et on voit même que l'Afrique est une source d'inspiration pour beaucoup de créateurs étrangers. Vous-même avez connu récemment, avez été récemment approché par une grande marque française. Quelles ont été les retombées de ce partenariat? Bon, les retombées, on va dire, c'est une expérience extraordinaire que j'ai vécue. Quand je travaille avec Dior, en tout cas, c'est une expérience incroyable parce que quand vous êtes dans les loges, que vous regardez tous ces milliers de personnes qui savent, chaque mannequin est entouré de l'accessoiriste, celui qui va lui vendre ses chaussures, celui qui va lui maquiller, la coiffeuse. Ouais, vous imaginez, c'est énorme. Dans la mode, il y a près de 120 métiers dans ce même secteur. Donc, il y a tellement de choses à faire. Et j'ai compris que c'est vraiment une industrie à part. Et pour moi, c'est une expérience incroyable que j'ai vécue avec eux. Je pense que ça va se poursuivre, puisqu'il y a quand même des discussions qu'on poursuit. Je pense que ça va se poursuivre et aussi ça va être bénéfique aussi pour les autres créateurs africains. Alors, pour tous les jeunes créateurs africains, vous êtes un modèle. Hein. Quels conseils leur donneriez-vous pour qu'ils suivent vos traces? Bon, je pense qu'il faut d'abord être patient. Parce que c'est un secteur où on ne court pas vite pour arriver. Il faut forcément être patient, très patient d'ailleurs. Et apprendre mieux le métier. Effectivement, apprendre vraiment le métier. On ne sort pas pour dire que, comme aujourd'hui, ces jeunes gens qui, très souvent, beaucoup de jeunes viennent chez moi 3 mois après, ou même pas, 1 an, ils veulent partir. Ils disent non, je vais créer ma marque. Mais on ne crée pas une marque. On travaille pour que ça, du fait que ça devienne une marque. Mais si les jeunes pensent qu'on va gribouiller quelque chose dans les réseaux sociaux pour appeler ça une marque, ça ne passe pas.
Non, il faut qu'ils apprennent bien le métier, il faut qu'ils connaissent bien le métier, qu'ils respectent les clients, qu'ils soient patients et qu'ils orientent leur avenir avec beaucoup de réflexion, beaucoup de travail et du sérieux. Je pense que c'est ce qui manque aussi à ces jeunes-là, c'est vraiment la patience. Sinon, il y a des talents, mais le talent se meurt quand vous ne l'entretenez pas. Et pour vous, Pathé Ouédraogo, quelle est la capitale de la mode africaine? Pour moi, c'est Abidjan. Et pour quelle raison? Parce que tout simplement, quand nous allons ailleurs, quand nous partout où nous allons pour des événements, on attend la sortie des créateurs ivoiriens tous les jours. Et ça retient, les gens ont compris ça, que quand on va partout, on attend, nous sommes toujours les derniers à présenter nos collections. Donc j'ai compris que, et puis quand on voit tout ce monde qui arrive de quelque part, chaque personne qui arrive d'un autre pays a besoin de quelque chose à Abidjan pour repartir. En tout cas, la jeunesse partout, en tout cas pour repartir. Dernière question, Pathé Ouédraogo. Pourquoi part-on du Burkina Faso, qui est quand même la capitale d'une cotonnade qui est très prisée, le Faso d'Anfani, pour poser ses valises à Abidjan et y faire carrière? Pour quelle raison? Bon, la raison est simple, hein, parce que quand on est jeune, qu'on est dans le village, au village là-bas, on a certainement des besoins, on a certainement des envies, parce que vous avez les grands frères qui viennent de la Côte d'Ivoire ou du Ghana, et qui ont un vélo ou un poste radio, ou même les pantalons tergal. Vous avez au village, hein, c'est très important ça. Vous avez envie d'être comme ça. Mais vous ne pouvez pas l'avoir dans mon village. Et vous vous dites, bon, comme le grand frère vient avec tout ça, moi aussi je vais aller. C'est des aventures, hein, parce qu'à l'époque, on ne pensait pas à l'immigration. L'immigration et l'immigration, c'est nouveau. À l'époque, nous, on partait seulement. Quand on part, et on arrive, c'est comme c'est la famille, hein. On ne te pose pas la question où tu viens, pourquoi tu es venu. Non, il n'y avait pas ça. Donc, c'est comme ça, on est venu parce qu'on pensait avoir du mieux. Maintenant, arrivé à Abidjan, ça a changé pour moi parce que j'ai dit, bon, un soir, c'est mon oncle, hein. Je sors, je regarde. Abidjan était très fascinant hein, parce qu'on regarde la lumière, les vitrines, vous avez des belles choses qui sont exposées. Dans le contraire, j'ai dit, bon, moi, j'ai fait tailleur. Voilà. Et mon oncle m'a envoyé sur mon premier patron qui s'appelle Gaussou Bakayoko. Alors que c'est comme ça qu'il m'a recruté. Alors, on ne payait rien, on était là, mais on dormait quand même à l'atelier. On assemblait les machines pour dormir dessus. Donc, voilà un peu ce qui m'a amené à la main. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous vous rendez compte que ce n'est pas un métier qui est réservé vraiment à ceux qui ne savent rien faire. Hein. Au fur et à mesure, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses à faire. Et vous entendez parler des noms, Christ-Sédou, maintenant ceux qui viennent de l'Europe. En fait, voilà. Et ça vous inspire, ça vous incite à vous avancer. Voilà un peu le pourquoi. C'est le pourquoi je suis parti. Voilà. Merci, Pathé Ouédraogo. Merci, Madame Denise. C'est moi qui vous remercie vraiment.